Pour la journée d'aujourd'hui, nous allons commencer avec le discours de M. Gueye. Puis, on aura le discours de notre cher président Bassirou Dieng. Ensuite, normalement, nous devions avoir Fabira, mais elle n'est pas encore là. Donc, nous allons donner après la parole à M. Ning. Mais M. Ning va intervenir dans un premier temps pour parler et interagir avec les étudiants qui sont là. À la fin aussi, il va clôturer. Après M. Ning, nous allons laisser la parole à Oulouse Promo. Après Oulouse Promo, Mme Fabira, espérons qu'elle sera là entre-temps, elle aura la parole. Après Mme Fabira, il y aura la prise de parole de M. Salou Diop, de OFNAC. Après ça, les étudiants, pendant que les panélistes seront en train de faire leur discours, vous pouvez préparer des questions en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils vont intervenir. Et ils sont tous, ne vous inquiétez pas, prêts à répondre à vos questions, même si on sait qu'entre nous, parfois, on en pose des questions vraiment embarrassantes. Mais ce n'est pas grave, ils sont là pour cela et ils vont vous répondre. Comme je viens de le dire aussi, l'administration de l'ISEC, merci encore à tous les professeurs aussi de l'ISEC, particulièrement aussi au président directeur général de l'ISEC. On lui doit beaucoup de remerciements. Moi, comme je viens de l'expliquer tantôt, vous le savez, je suis engagé par un esprit de collaboration associatif avec les étudiants de façon générale, n'est-ce pas? Depuis que j'ai commencé à fréquenter les universités privées du Sénégal, il y a un constat que j'ai fait, c'est-à-dire que les étudiants qui sont en formation professionnelle sont laissés à eux-mêmes, ce qui ne doit pas se passer de cette façon, à mon humble avis, raison pour laquelle je me suis engagé depuis 2012 à nouer davantage des relations avec les étudiants qui sont dans le secteur de la formation professionnelle, surtout privée, pour les assister, les accompagner, ne serait-ce que pour leur premier emploi, voire même un premier stage. Parce que pour moi, ce n'est pas normal qu'un étudiant fasse 3 ans de formation professionnelle sans pour autant rester un jour en entreprise et savoir ce qui se passe. Maintenant, cette activité ou bien cette cérémonie était quelque chose que j'avais voulu réaliser dans le temps, mais peut-être l'homme propose, Dieu dispose. C'est aujourd'hui peut-être que le bon Dieu avait décidé qu'on va se retrouver et que des étudiants vont être derrière pour un forum de l'insertion et de l'emploi pour les étudiants de l'ISEC. Maintenant, le forum, en réalité, doit être une porte pour permettre aux étudiants de postuler ou bien même de connaître de nouvelles personnes qui sont dans le secteur professionnel pour pouvoir maintenant faire leur première demande d'emploi. Au minimum, à la fin de ce forum, chaque étudiant doit au minimum déposer 1 ou 2 dossiers, au minimum je dis, hein, mais ce qui n'est pas important, c'est terminer le forum, rentrer, continuer à fréquenter le banc d'Arlé ou bien les grandes places publiques sans pour autant aller vers notre premier emploi. En tout cas, je n'ai pas regretté encore une fois de faire connaissance à vous compte tenu de votre dégourdissement parce que le premier cours que j'ai animé cette année en négociation commerciale avec les étudiants de Maki Family, c'est là où je me suis dit, je pense que cette année, j'ai mes vrais collaborateurs. C'est-à-dire que cette année, je risque de réussir ce que j'avais rêvé. Donc, alhamdoulilah, on rend grâce à Allah de nous avoir permis d'être là parce que si on est là, ça veut dire qu'il y a déjà la réussite. On voulait, on avait décidé, on est en train de le faire. Donc, on a
obligation de rendre grâce à Allah et de continuer pour des lendemains meilleurs. Il faut se serrer la main et se dire que rien n'est encore fait. Je remercie aussi tous les membres du bureau du forum. J'ai partagé avec eux un groupe WhatsApp pendant plus de 3 mois, sans dérogation, n'est-ce pas, sans dépassement, bien vrai que parfois il y a des divergences d'idées, mais on arrive toujours à se retrouver. Donc, vous méritez que je vous présente mes félicitations. Et je vais en profiter pour vous dire que Bassirou Dian, notre président, il ne s'est pas autoproclamé. On était en réunion, tous les postes étaient déjà occupés. On avait un problème pour dire qui sera le président. Certes, il y avait des étudiants qui voulaient être présidents, mais nous, tous les étudiants de ISEC, en tout cas de ma promotion qui sommes là, nous savons que c'était l'homme qu'il nous fallait à la place du président. Parce que non seulement il est apprécié par tous les étudiants, mais moi personnellement, c'est le garçon, non, je vais dire l'homme le plus honnête que je connais de ma promotion. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais pour ma personne, c'était la personne qu'il fallait et tout le monde était d'accord. Donc c'est nous qui l'avons choisi pour qu'il soit notre président et il nous a vraiment rendus fiers. Parce qu'en tant que président, il occupait en même temps le poste de communication, relations extérieures, chargé d'organisation. Il n'a laissé aucun poste vacant. Il était dans tout. Et vraiment ça, ce n'était pas n'importe qui pouvait le faire. Donc Bass, vraiment, merci. Merci à toi. À l'entente de mes propos, permettez-moi, en premier lieu, d'exprimer, chers étudiants, ma gratitude auprès de votre haute bienveillance pour avoir porté votre candidature sur ma modeste personne. Madame et Messieurs, ces éminents professeurs, chers membres du FIEMS, chers invités, l'administration, bonjour. Nous sommes tous réunis en ce jour du forum, dont le thème s'articule autour de 3 points. D'abord, l'insertion des étudiants dans le milieu professionnel. Ensuite, auto-emploi et enfin, la corruption. Des thèmes riches en enseignement et plus que d'actualité. C'est ce qui fait l'objet de notre forum d'aujourd'hui. Ainsi, espérons que les étudiants puissent trouver un emploi par le biais des stages, de CDD, contrats à durée déterminée, même de CDI, contrats à durée indéterminée. En effet, nous pouvons dire par là que participer à la jeunesse, c'est participer au développement du pays et à la réduction du taux de chômage, car la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Enfin, je ne saurais terminer sans pour autant remercier à tous nos partenaires, Ulus Promo, OFNAC, qui ont battu âme et corps pour la réussite de ce forum. Aussi nos collaborateurs, à savoir le plateforme Baïsawar et l'administration de l'ISEC. Et un grand merci à notre éminent professeur Mouché Gueye. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît. C'est notre professeur encadreur. Donc, il n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce forum. Il nous a coaché, il nous a montré aussi la voie. Donc, M. Gueye, merci. Ainsi que tous les membres du FIEMS, Forum de l'insertion des étudiants dans le milieu professionnel. C'est une association estudiantine qui regroupe beaucoup d'étudiants, à savoir les étudiants qui font commerce, transport, journalisme, communication, marketing, RH et autres. Chers invités, chers camarades, je vous prie d'attirer votre attention sur le forum d'aujourd'hui, connaissance l'importance de ce forum. Merci, madame, mademoiselle, monsieur. C'est l'Institut qui lutte contre la corruption au Sénégal. Il est là, il va nous sensibiliser, il va nous en parler. Parce que pour lui, si on veut vaincre le mal, il faut commencer au bas de l'échelle. Et pourquoi pas par les étudiants qui, normalement, devront être les bons citoyens de demain. Donc lui aussi, je vous demande de l'applaudir très fort. Merci.
L'OFNAC est une autorité administrative indépendante, composée de 12 membres qui sont nommés par décret. Sa mission principale, c'est de lutter, c'est de prévenir et de lutter contre la fraude et la corruption, les infractions connexes et les pratiques assimilées. Prévenir et lutter contre la fraude et la corruption, les infractions connexes et les pratiques assimilées. N'importe quel citoyen a la possibilité de saisir l'OFNAC. N'importe quel citoyen. On n'a pas besoin de procédure particulière pour saisir l'OFNAC. N'importe quel citoyen qui se sent victime, ou bien témoin, ou bien lésé dans une situation de corruption, a la possibilité de saisir l'OFNAC. Sur la base d'une dénonciation, ou bien sur la base d'une plainte. Ça peut se faire même de manière anonyme. Vous avez aussi la possibilité d'appeler directement par téléphone au niveau de notre numéro vert, 800 30 900. 800 30 900. Vous pouvez dénoncer de manière anonyme un cas de fraude, de corruption, de pratiques assimilées ou bien d'infractions connexes. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer un mail en cas de corruption, de fraude, d'infractions connexes ou de pratiques assimilées. D'ailleurs, c'est la seule institution qui est aussi ouverte au public. La CNSCC ne l'avait pas. N'importe quel citoyen peut saisir l'OFNAC. Ça ne demande pas des moyens. Parce qu'à partir de votre téléphone, vous entrez sur le site, vous envoyez votre mail. Donc, c'est un organe qui joue un rôle primordial dans la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance au Sénégal. C'est une institution qui a la possibilité de s'autosaisir des cas de fraude ou bien de corruption. Ça aussi, c'est important parce que la CNSCC ne l'avait pas. C'est une institution qui fait annuellement des rapports publics. Les rapports 2016, 2017, 2018 sont disponibles au niveau du site de l'OFNAC. Donc, ce sont des gages de transparence et de bonne gouvernance et qui garantissent que l'OFNAC est une autorité administrative indépendante. L'OFNAC fait des enquêtes et des investigations. Donc, ceci me renvoie en réalité à la composition de l'institution en tant que telle du point de vue organisationnel. Nous avons 4 départements. Nous avons un département prévention qui a pour mission de prévenir et de sensibiliser les citoyens sur les faits de fraude et de corruption sur l'étendue du territoire national. Nous avons fait aujourd'hui les 14 régions. C'était en 2018. En 2019, nous avons entamé le processus de faire les 45 départements du Sénégal. Nous en avons fait 20 en 2019. Et cette année, Inch'Allah, 2020, on va faire les autres départements. Donc ça entre dans le cadre de la sensibilisation, de l'information. Et l'activité que vous organisez ici, aujourd'hui, ça entre dans le cadre de la prévention. Les citoyens ont besoin d'être sensibilisés. Je l'avais dit dès l'entame de mes propos. Les gens en parlent, mais malheureusement ne connaissent pas c'est quoi la corruption. Et comment lutter contre la corruption. Donc nous, en tant qu'agents de l'OFNAC, en tant qu'agents préventifs, nous avons l'obligation de donner l'information partout où de besoin, sur l'étendue du territoire national. Nous travaillons avec toutes les couches de la population. Nous travaillons avec les jeunes, nous travaillons avec les femmes, nous travaillons avec les religieux, nous travaillons avec les autorités coutumières, nous travaillons avec les autorités étatiques. Parce que l'OFNAC, en réalité, c'est l'institution des populations. Je l'ai dit à l'entame de mes propos. C'est une exigence citoyenne. Ce sont les citoyens qui ont exprimé en 2012 la volonté d'une réduction des comptes. Avec la volonté du président de la République que l'OFNAC a été créé. Donc aujourd'hui, c'est un devoir, nous, d'être là pour vous donner des informations sur la corruption, ses tenants et ses aboutissants. Il ne s'est pas fatigué une seule fois de répondre à nos appels. On l'appelle à n'importe quelle heure. Parfois même, c'est lui qui nous appelle pour nous dire où est-ce que vous en êtes. Qu'est-ce qu'il vous faut? Dites-le moi, je vais vous aider. Ça, ce n'est pas facile pour un homme d'entreprise qui a presque plus de 50 employés qu'il doit gérer. Vraiment, merci à lui. Tous ceux qui sont présents ici, je ne saurais commencer mon discours sans pour autant remercier la première personnalité de l'école, en la personne de M. Diop, qui a osé donner la parole aux étudiants et en fait leur permettre de s'exprimer et d'inviter ceux qu'ils veulent inviter afin qu'ils puissent entendre et comprendre également leur expérience. Voilà, moi je suis un jeune entrepreneur, je le dirai tantôt, issu de la banlieue. Voilà, et j'ai été étudiant tout comme vous. Et j'ai fait 15 ans d'expérience en banque. Et là, j'ai quitté la banque pour
rejoindre un secteur d'activité auquel beaucoup d'entre vous sous-estimaient peut-être, mais qui avait une manne financière terrible à capter. Parce que c'est un secteur où il y aura encore du travail d'ici 100 ans, parce que ni les nouvelles technologies, ni la science ne peut faire bouger pour diminuer soit ses parts de marché ou bien son volume. Quand je le disais un jour à Khadija, qui était là, quand ils étaient venus avec Monsieur le Président, il se marrait, quoi. Mais bon, j'ai gardé mon calme parce que je me suis dit que c'est des étudiants, ils n'ont pas encore tout compris. Donc il va falloir y aller avec tact. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais encore dire qu'il est de la responsabilité de vos formateurs de procéder à des études afin de connaître les réels besoins des entreprises et institutions en termes de ressources humaines. Je pourrais dire lancer une formation ou une école de formation doit nécessiter une étude préalable. Ce n'est pas, bien sûr, le cas de l'ISEC, qui a su très tôt comprendre qu'en plus des emplois à pourvoir au sein des entreprises, il fallait mettre à la disposition des apprenants des outils qui leur permettront de créer eux-mêmes des emplois. Ça, il faut le dire, hein, je salue cette initiative de l'ISEC. Je vais commencer à dire, d'après les propos du professeur Gueye, que le monde vous appartient, vous étudiants. C'est vrai, le monde vous appartient. Mais il faut avoir la confiance en soi. Pourquoi les professeurs ne développent pas ce thème-là, la confiance en soi? C'est très important pour un jeune qui veut demain réaliser quelque chose. Ce n'est pas avec un salaire que vous allez réaliser des choses. Vous avez, on a ici l'OFNAC qui est là. Le premier élément perturbateur d'un gestionnaire de fonds, c'est juste son mode de vie. On te paye un salaire de 500 000, vous conduisez des bolides qui coûtent 100 millions. C'est paradoxal. Tout de suite, ça leur donne matière à ouvrir une enquête. Et là, vous êtes cerné tout de suite. Mais l'OFNAC ne pourra rien contre moi, entrepreneur. Aujourd'hui, je peux sortir avec 100 francs et demain, conduire une X5 ou bien un Range Rover. OFNAC mënu ci dara, maa ko liggéey, maa ko ñax. Mais un administrateur de fonds a un salaire et tout est calibré sur son salaire. Souhaitez-vous devenir des administrateurs de fonds ou bien des entrepreneurs? Être libre, avoir du temps, de pouvoir parler aux étudiants, de venir ici sans pour autant avoir des contraintes de temps, sans devoir rien à personne. C'est aussi simple que ça. Il y a le pétrole qui est là. C'est pour vous, c'est pour tout le monde. Je vais prendre le contre-pied de ce qui se dit d'or, sur 400 000. Sur 400 000. C'est un sujet d'actualité, il faut le dire. Moi, je n'ai pas peur. Amu leen droit laajte loolu. Vous n'avez pas le droit. Demandez vos 400 millions parce que vous êtes de futurs entrepreneurs. Et l'État, ce que l'État déploie comme ressources pour les marchés publics, je parle sous le contrôle de l'OFNAC, ça fait plus de 3 000 milliards. Chacun maintenant pourra savoir la portion de ces milliards qu'il veut avoir demain ou même à partir d'aujourd'hui. J'avais préparé quelque chose peut-être pour parler sur la confiance, parler sur ce truc, mais c'est des trucs que des gens ont réfléchi et ont mis quelque part. Mais nous avons notre propre modèle de réussite. Nous, Africains, nous, Sénégalais. Nous avons nos propres modèles. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont jamais été à l'école et pourtant qui ont réussi. À plus forte raison, ceux qui sont aujourd'hui étudiants, vous devez réussir. Il y a
rien qui vous empêche de réussir. Tout est là pour vous, tracé pour vous. On a remarqué, et je parle sous le contrôle de l'OFNAC, dans les marchés publics, c'est les mêmes entreprises qui gagnent les mêmes marchés tous les jours. C'est parce qu'il n'y a pas de postulants. Il n'y a pas assez d'entreprises. L'autre côté, j'aurais pu dire un jour, hier seulement, je me suis mis à réfléchir. Mais pourtant, l'autre me parlait de 7000 étudiants. Comment il s'appelle? Le président Bassirou. Il me disait qu'à l'université ou bien à l'ISEC, il y a au moins 7000 étudiants. Ils ont un groupe de 7000 étudiants. Bon, j'ai pris tout de suite ma calculette. Comme je suis ex-banquier, je le suis toujours. J'ai calculé 7000 étudiants. Un registre de commerce et un INEA, ça vous coûte 25 000. 25 000 fois 7000, c'est 175 millions. On peut ouvrir une SA et il y a 7000 vendeurs, il y a 7000 commerciaux. Tous ces étudiants-là réunis au sein d'une seule entité. Mais ils n'auront pas de concurrents parce qu'ils seront très agressifs. 175 millions, une SA, on l'ouvre avec 10 millions. Et il y aura encore 165 millions de trésorerie. Dites-moi, au jour d'aujourd'hui, une entreprise qui garde dans ses caisses 165 millions, ça n'existe pas. Ils sont tout le temps débiteurs dans les banques en attendant un contrat. Et tenez-vous bien, les moyens, c'est de l'utopie. Moi, j'ai créé mon entreprise sur la base de zéro. J'ai fait un business plan que j'ai proposé à un ami libanais qui a cru en moi et qui m'a financé. C'est les caméras de surveillance que vous voyez dans Dakar, dans les ronds-points. Ça a été mon premier marché. C'est la ZT qui me l'a sous-traité. Et j'ai démarré avec 10 millions, un pick-up. Mais quand je dis que j'ai démarré avec 0 francs, quand j'écrivais, je n'avais pas le sou. Et je lui ai proposé. Il m'a financé parce que lui, c'était un entrepreneur rompu à la tâche. Et comme j'avais fait un business plan, j'avais commencé à rembourser. Au bout de 3 mois, je viens pour rembourser la 4e échéance. Il me dit, arrête, tu me rends mon pick-up. Parce que moi aussi, j'en ai besoin pour aller ailleurs. Mais cette échéance-là, tu vas le retourner dans tes caisses et tu n'auras plus besoin de me payer. Parce que j'ai su que tu savais travailler et rembourser. Et depuis lors, je continue de travailler. Avant, c'était les caméras de surveillance. Là, c'était un projet. Et c'est terminé. J'ai travaillé avec 300 gosses dans la banlieue parce qu'il fallait faire le génie civil, les tranchées. Il fallait faire des tranchées. Donc, j'ai travaillé avec 300 jeunes. Après ça, il fallait aussi aller chercher d'autres par le marché. Donc, ça, c'était le télécom. Et je me suis dit, bon, il y a autre chose. Il y avait une dame qui était tout le temps à mes côtés. Quand j'étais à la banque, c'est elle qui nettoyait mon bureau. Bon, je me suis dit que celle-là, normalement, je dois tout faire pour que celle-là aussi puisse aller de l'avant. Parce que quand il y avait des ressources, elle était là. Quand il n'y a rien pour lui payer, elle me disait que, monsieur Diémé, man, dama ànd ak yow ci ngor. Je me suis dit que qui du ma gën a gore. Un jour, un ami est venu me voir pour me dire que bon, l'hôpital régional de Ziguinchor a lancé un marché de nettoiement. J'ai dit, on va essayer ce que ça va donner. J'ai créé un dossier tout de suite, j'ai lancé et paf, on m'a attribué le marché. Tenez-vous bien, je n'ai jamais réalisé ce marché. Parce qu'après, on m'a demandé de compléter des dossiers que je n'avais pas. Ou que j'ai complété peut-être quelque temps après la date butoir. Je n'ai pas réalisé ce marché, mais quand même, j'en suis ressorti ragaillardi. Bon, comme nous n'avons banlieue lañ dëkk dañu am fit. Ma ne bon, j'ai essayé, c'est possible. On va encore voir. J'ai essayé encore une seconde fois et je suis allé postuler pour un marché du tribunal de Dakar. Et en même temps, avec un marché de l'hôpital régional de Ziguinchor, de Matam.
on m'a attribué au même moment le marché du nettoiement de l'hôpital, du palais de justice et de l'hôpital régional de Matam. Et comme ça, c'est parti. Donc, dans ce secteur-là, du nettoiement, que tout le monde sait faire au Sénégal, mouy gour, mouy jigen, il y a une manne financière terrible. Tout à l'heure, j'ai montré à M. Gueye un marché qui était là. C'était pour une valeur de 35 millions. Cumulé sur une année, 10 marchés, ça vous fait 350 millions. 350 millions, tenez-vous bien, si vous avez coté au moins 35% de marge, ça vous fait au moins 100 millions en une année de bénéfices. C'est uniquement le secteur du nettoiement. Je n'ai pas parlé du bâtiment, je n'ai pas parlé de l'électricité, je n'ai pas parlé des télécoms et autres. Je reviens encore. Pour tout ça, pour dire que c'est quand vous n'avez pas confiance, vous ne pouvez pas le réaliser. Vous étiez banquier, maintenant vous êtes dans le ménage. Comment c'est possible? Il m'a dit, mettez-vous à l'aise, je vais vous expliquer. Normalement, on devait avoir avec lui une audience de 30 minutes, mais tellement on était emporté par le sujet, on est resté là-bas de 9h jusqu'à 13h. Il pouvait dire qu'il n'a pas le temps, mais comme il voyait qu'on s'intéressait, on voulait savoir vraiment qu'est-ce que c'était, il a pris son temps, il a appelé quelques-unes de ses collaborateurs et ils nous ont vraiment tellement bien expliqué que nous-mêmes, à un moment, on s'est dit, pourquoi on ne s'y mettrait pas? Peut-être faut dire que pour le moment, on n'a pas l'expérience et que lui, il nous a dit qu'il serait à notre disposition. Même si on veut être dans un autre domaine, il va nous accompagner. Donc ça, ce n'est pas donné à tout le monde aussi de pouvoir le faire et d'avoir l'assurance de se dire que ces étudiants-là, si je les accompagne, ils vont réussir. Donc vraiment, merci à lui. Merci Laïdjemé, vraiment merci. Les étudiants de la faculté de droit, qui sont juste nos voisins, en même temps nos frères. Donc le président est là, accompagné de sa délégation. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, il va prendre la parole. Je me rappelle quelques mois de cela, on avait organisé une fête pour notre fin de promo où le conférencier soulevait le même thème et qui dure depuis des années. Donc je pense que c'est l'État, en tant que dépositaire de la souveraineté, instrument du pouvoir et porte-parole de l'intérêt général qui doit contrôler le marché. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on dit État. Et permettez-moi de rappeler la définition de l'État qu'a donnée Max Weber comme une entreprise politique de caractère institutionnel dont la direction administrative revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime. Donc je pense que c'est à l'État de contrôler et le marché et ce qui se fait dans nos universités, dans nos facultés. Donc je pense qu'on doit internationaliser nos formations et aussi responsabiliser nos jeunes. Parce que ça ne sert à rien de former des jeunes et qu'au terme de leur formation, les entreprises nous disent que ce que vous formez là, on n'a pas besoin d'eux. Je pense que ça n'a pas de sens. C'est pour cela que je remercie infiniment l'ISEC, son directeur général, qui a su responsabiliser ses étudiants. Une situation que je salue parfaitement, parce que nous qui sommes à la faculté de droit, je pense qu'on n'a pas cette chance. Donc, vous devez applaudir, s'il vous plaît, le directeur de l'ISEC. Tout à l'heure, monsieur le conférencier, vous avez souligné, vous avez dit que les banques ne prêtent pas d'argent aux étudiants. Je pense que c'est un problème. Parce que dans les pays développés, si vous êtes étudiant et que vous suivez des études qui sont garanties, une fois dans une banque, vous avez presque un prêt qui vous permettra de payer vos études et à la fin de vos études, vous trouverez un emploi qui vous permettra de payer votre dette. Je pense que cela devrait se faire au Sénégal. Parce que nous sommes, au XXIe siècle. Il faut faire des formations en fonction de la mondialisation, en fonction de la globalisation. Parce que nous sommes en permanence dans une permanente compétition où l'émulation se fait rude. Nous, jeunes Sénégalais, on a besoin d'être formés et dans les plus grandes écoles. Donc je pense qu'on doit aussi lutter
contre la corruption. Heureusement, l'OFNAC est là. Vous avez dit tout à l'heure aussi que 65% des jeunes de la population sénégalaise ont moins de 25%. D'où la responsabilité de l'État. Vous ne pouvez pas avoir une population aussi jeune que cela et laisser faire. C'est à l'État de contrôler, sinon il n'y aura pas d'État. Ensuite, on a un problème de clientélisme politique. Dans presque toutes nos entreprises, si votre oncle n'est pas le directeur, vous ne serez pas la bienvenue là-bas. Il faut que cela cesse. Donc, la première chose à laquelle on doit lutter, c'est le clientélisme politique. Parce qu'on doit favoriser la méritocratie. Si on forme des étudiants, c'est la mérite qu'on cherche. Et je pense qu'on doit aller dans cette dynamique. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je remercie encore une fois le directeur de l'ISEC pour le partenariat public-privé parce qu'il nous a permis d'organiser nos conférences dans cette somptueuse salle, somptueuse et belle aussi. Parce qu'une fois ici, nos invités ne se plaignent plus. La salle est climatisée, bien éclairée et il y a une projection. Je vous remercie. Alors maintenant, je vais donner la parole à M. Ning. Attention, vous allez vraiment être servi. Et puis les étudiants, préparez une multitude de séries de questions que vous voulez. Il m'a dit personnellement qu'il sera content d'y répondre. M. Ning, à vous. Mais je ne vais pas faire comme vous, faire plaisir à l'État. Vu la présence de M. Diop de l'OFNAC, je ne vais pas faire comme M. Djemé. Je ne vais pas faire comme M. Gueye, faire plaisir aux étudiants, leur dire que vous êtes nos amis. Non. Je suis là uniquement, encore une fois, pour vous faire entendre ce que vous devez entendre. Si vous pensez que c'est dans ces conditions que vous allez avoir un boulot, détrompez-vous. Ce n'est pas dans ces conditions. Vous faites attendre aux gens de 9h à midi et vous dites que vous êtes professionnel, ça c'est pas bon. M. Diop ne le fera pas. Je le connais très bien. C'est un parent à moi. Il vient de Gamboul. Si vous connaissez Gamboul, di ngeen xam ne am na mérite li mu def tey ba agsi fii fi mu jóge ay sàkket laa ki poussière bu fa courant ñëwee yàggul. Les gars, soo leen xamoon fi mu jóge di ngeen respecté bu baax seen bopp. Un pur produit de l'ISEC dafa am nu mu war a comporter woo parce que moom dafa am nu mu comporter woo. C'est une fierté pour nous kaw-kaw ñun ñu ñëw tey taxaw devant moom ci école am ci assemblée am di jëm a expliquer ak étudiants am nga xam ne fan lañ ci moom. C'est le meilleur entrepreneurship que je n'ai jamais connu. C'est un entrepreneur hors pair. Ci magasin la commencé ba tey jii mu am li mu am. ISEC sillonne le pays. Partout il y a ISEC. Développement personnel avec vos professeurs. Il existe combien de CV? Lesquels? Vous avez... Oui. CV? Vous avez vu? Les gars, li ngeen di temps bi ngeen di jël ci connexion di ko seetaan ay waale ka seetaan sànq bi ma ñëwee toog waa ji ay waale rek la doon teg dama ree les gars. C'est-à-dire raay bi moo métti Sénégal dañu raay de trop raayante bi moo métti c'est-à-dire si vous voulez réussir il faut faire l'effort de réussir. La réussite c'est pas donné à n'importe qui. Changer de comportement bu fekkee da ngay jàng da ngay dem nga jàng su fekkee jàngoo dégage bul déranger nit ñi. Allez faire des recherches. N'attendez pas que les entreprises viennent vers vous. Allez vers les entreprises. Mais si vous vous présentez dans une entreprise avec un CV écrit curriculum vitae, vous ne savez même pas que ça s'est dépassé. Vous ne savez même pas qu'il y a 3 formes de CV. Pour un étudiant en licence 1 ou bien en licence 2, c'est le CV chronologique qu'il doit présenter à un recruteur. Tu dépasses la licence 2, tu dois présenter un CV antichronologique. Pour les gens comme M. Diop, vous devez présenter un CV thématique. Qui, au lieu de commencer par la formation, il faut commencer par l'expérience professionnelle. Étaler toute votre expérience pour charmer au moins le recruteur. Mais une fois face au recruteur, c'est ça le problème des étudiants. Une fois face au recruteur, on vous donne la parole et on vous écoute.
Vous savez, recruter une personne, vous savez c'est quoi? On recrute pour une personne, pour une cause. C'est pas pour ses beaux yeux. C'est pas parce qu'elle s'est bien habillée. Non, on recrute une personne pour un objectif bien déterminé. Faire avancer l'entreprise et booster l'économie de l'entreprise. Les gars, malheureusement, amuñ temps bu bari. dama koy def nii rek accélérer ko. Amuma temps bu bari parce que damay jox parole je pense ñeneen ñi. On vous demande de vous présenter. Est-ce qu'il y a un étudiant dans cette salle qui peut bien se présenter devant un recruteur? Je dis bien, qui peut bien se présenter devant un recruteur. Moi, c'est Eliman Diouf. Je suis en licence 2 en gestion des ressources humaines à l'Institut d'entrepreneurship et de gestion. Merci. Vous venez vers moi, je suis le recruteur. D'accord? Vous me présentez votre CV, j'ai déjà votre CV. Monsieur, présentez-vous. Pour être recruté, c'est pas faire une présentation devant une assemblée. Ça, c'est des techniques. L'accoutrement, ça parle. L'expression, ça parle. L'articulation, ça parle. Le CV, ça représente d'abord la personnalité de l'être humain. te wuñu saaga wuñ parce que vous êtes des intellectuels bu leen kaste bu leen saaga bu leen kenn dugal ci bassesse bu leen nangu benn waay toog fee ci ruqam yóbbu leen ci internet bi nan leen deleen may defal ay injure bañ leen loolu ayez de la personnalité cultivez leen ko ci seen bopp. Dites à votre président que monsieur le président vous avez oublié la jeunesse et c'est ça la réalité. Monsieur le représentant de l'État, dites au président que mu jàppale la jeunesse de son pays. Jeunesse bu correcte, jeunesse bu gëm yàlla, jeunesse bu nangoo jàng, jeunesse buy muñ naan yàlla baax na, mais une jeunesse oubliée, une jeunesse exploitée, une jeunesse utilisée en temps de campagne. Regardez ce qui se passe dans nos partis. Vous avez vu combien de jeunes responsables là-bas? Et comment ces jeunes ont été responsabilisés? D'habitude, yan poste lañ leen di jox chargé de propagande ak chargé de nangam. Et pourtant ces jeunes-là ñoom ñooy mouiller le maillot, ñoom ñooy wàcc ci terrain bi, ñoom ñooy yor réflexion yi, ñoom ñooy dem ci débat yi ci télévision yi. Mais avant ngay accéder foofu da ngay yaakaar ne il faut que sa poste bi dis pour nga mun fa àgg. C'est pas ça. Dama lay yóbbante ci monsieur le président nee ko cette jeunesse dafa am yaakaar ci moom. Cette jeunesse bi nga xam ne dafa nangu ñëw di def formation professionnelle au moment que ñeneen ñi nga xam ne am nañ chance dugg université ñu nga fa di def seen formation académique nee ko bu mu fàtte cette jeunesse na leen jàppale bu ñu paree ci formation bi ñu def ak seen i diplôme bi bu mu dem doon këyit parce que seen i waajur dañoo investir ci ñoom. Monsieur le représentant de l'État, dites à monsieur Macky Sall que ne état bi ni ñuy doxale ñoom gouvernement bi ni ñuy doxale suñu ko wàññi woon lépp dina sotti lépp dina neex ndax ñun du ñu jóg mukk di sànni xeer du ñu jóg di xarab du ñu jóg di saaga dañuy toog fi ñu toog di muñ di sonn. Monsieur le représentant de l'État, pour avoir une insertion facile c'est trop facile. Parce qu'on dit insertion facile nee ko DER bi c'est vrai que baax na mais la DER li ma ci déranger mooy l'entrepreneuriat n'est jamais rapide c'est le financement qui est rapide mais l'entrepreneuriat est lent. Effectivement que le financement est très rapide mais l'entrepreneuriat n'est jamais rapide. Ayez peur si l'entrepreneuriat est rapide c'est parce que baaxul si l'entrepreneuriat est rapide c'est parce que ay dóor moo ko lal. Les gars, un bon projet se finance kenn du la financer. yow yaay teg projet bi nit ñi ñëw fekk ci ko far la force su ma neexoon fu ne ñu ma fay dégg sama entreprise dem na ba amatutoon sax siège bu ma ko defee du ma taxaw devant personne et je ne me rabaisse jamais et c'est pas parce que monsieur Gningue peut parler à un public que da ngay ñëw ci ginnaawam ne ko monsieur Gningue kaay nekkal sama wet saa yu ma demee ci public nga jëlal ma parole. Allez voir les communicateurs, je ne suis pas un communicateur, je suis un communicant.
La confiance en soi, ce n'est pas une parole seulement, c'est un fait réel. C'est-à-dire c'est la vie de tous les jours. J'ai confiance en moi, tu es une personne te drague et te donne quelques sous, tu acceptes quoi, j'ai confiance en moi. Tu n'as pas confiance en toi. La confiance en soi, c'est quelqu'un, c'est ça la confiance en soi. La confiance en soi n'est pas mots. Non, non, j'ai la confiance en moi, non, tu es bon là, c'est pas ça. Les gars, les hommes d'entreprise, c'est les chefs d'entreprise. Ils créent cette entreprise, ils ont créé uniquement pour avoir un personnel. Raison pour laquelle nous avons des ressources. Pourquoi nous recruter? Les chefs d'entreprise ont besoin de la jeunesse. Mais bonne genre de jeunesse. Pas une jeunesse formée. Hein? Vous avez utilisé le mot. Qualifié et responsable. On peut faire une formation, mais quand on fait une formation, à 10 h, on rentre. Le cours de M. Gueye, négociation commerciale, vous permet de pouvoir négocier face à un client. Vous n'avez pas les techniques et vous dites que vous faites commerce international. Une fois en entreprise, devant un client, vous n'êtes pas capable de bien négocier et vous allez dire que c'est toi, parce que tu n'as pas appris. Le seul problème, c'est vous. Ayez une bonne préparation. Retrouvez votre personnalité. Ça, c'est extrêmement important. Essayez de retrouver votre personnalité. Donc, comme j'ai une contrainte de temps, je vais me limiter là. Mesdames et messieurs, chers étudiants, étudiantes et étudiants, j'aurais voulu faire partie de vous ou bien avoir la même chance que vous. Lorsqu'il y a quelques années, je faisais mes emplettes au niveau de juste en face, au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie, pour recevoir des informations aussi importantes venant d'une structure particulière dans le dispositif surtout de gestion de la bonne gouvernance de l'État du Sénégal. Malheureusement, en son temps, la structure n'existait pas. Parce que c'était entre les années 90, dans les années 90, donc entre 90 et 97. Pour dire que ces rencontres sont importantes, parce que au-delà du fait de pouvoir fédérer les acteurs qui sont des acteurs qui vont vers le milieu professionnel, il est important qu'en rentrant dans le milieu professionnel, on puisse avoir quand même des informations sur les fondamentaux qui puissent pousser un bon gestionnaire à faire ce qu'il faut, comme il faut, et dans des cadres bien précis, encadrés bien entendu par les structures de l'État qui ont en charge aujourd'hui la gestion de la bonne gouvernance. Je voudrais féliciter, je ne retiens pas le nom, hein. Je pense que c'est la première fois qu'on se voit, mais bon, il m'est arrivé de rencontrer quelques uns des membres de l'OFNAC, par exemple lorsqu'on faisait effectivement la déclaration de patrimoine. Je donne juste une anecdote qui va confirmer ce que vous avez dit. En 2009, je faisais partie des maires élus par les populations. Effectivement, c'était les populations de Fann Point Amitié. J'avais un dilemme cornélien parce qu'en arrivant, je me suis dit que je viens du privé. J'avais fait quand même une dizaine d'années dans le privé, ce qui m'avait permis dans le privé de pouvoir, dans le cadre de l'entrepreneuriat, me retrouver avec un patrimoine qui était là, conséquent ou pas. En tout cas, j'avais un patrimoine donné. Alors je me suis dit, je ne peux pas rentrer dans le public parce que dans le privé, je me rendais compte à moi-même. J'étais dans le privé, je me rendais compte à moi-même. Je n'avais pas besoin, dans le cadre des structures de gestion que j'avais, par exemple, de lancer des marchés, de suivre un certain nombre de choses, parce qu'étant dans le cadrage de l'administration privée.
le management privé est différent du management public. J'ai eu la chance d'être formé dans les deux secteurs, dans l'administration privée comme dans l'administration publique. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je déclare mon patrimoine. J'ai parlé à des acteurs du public qui étaient dans l'administration publique. Ils m'ont dit que il n'y a rien, il n'y avait pas de dispositif. Je ne savais pas quoi faire et je ne pouvais pas naturellement venir comme ça, démarrer dans une structure publique. Quelques années plus tard, on va me dire, mais vous avez tel patrimoine, où est-ce que vous avez pris ça? On est dans un pays, c'est bien, tout le monde regarde ce qui se fait dans le public. On aurait pu à un moment donné me dire, comment vous avez fait pour avoir un patrimoine pareil? Il n'y avait pas de solution. Alors le jour de mon installation, j'ai fait ma déclaration de patrimoine public que j'ai déposée d'abord au préalable auprès d'un notaire et que j'ai remis bien entendu aux représentants de l'État qui étaient là-bas. Je n'avais pas d'autres possibilités, je n'avais pas d'autres solutions. Et je crois que c'est fondamental, en tout cas comme élément. Naturellement, quand il y a eu la mise en place de l'OFNAC et l'obligation que les gestionnaires de deniers qui dépassent, je pense, 1 milliard puissent faire cette déclaration de patrimoine, c'était déjà une aubaine en tout cas, parce que ça permettait effectivement d'avoir une transparence dans nos comptes, même les comptes. Et peut-être qu'il n'a pas tout dit, on déclare son patrimoine, on déclare les comptes, mais les comptes sont suivis. Et si des mouvements de comptes sont... On se rend compte qu'il y a des mouvements assez particuliers qui ne répondent pas à la gestion normale de la personne, donc on regarde est-ce qu'il y a telle ou telle chose. Et je pense que ça, c'est très très important. Ça fait partie quand même des réformes majeures qui ont permis au Sénégal d'avancer un peu au niveau de la corruption. Je ne pense pas qu'il existe actuellement un pays où on a zéro corruption. Je pense que, enfin, peut-être que ils sont plus informés que moi, mais le plus important, c'est que chaque année, on puisse dire, on a fait un pas. On a fait un pas, il y en a moins, il y a moins de corruption, etc. Donc c'est ça l'objectif d'un État qui se construit. Au-delà de... C'est comme ce que je disais dans le cadre de la couverture maladie universelle. Comme je suis également un acteur du secteur, lorsque je gérais parce que j'ai été également administrateur de plusieurs hôpitaux au Sénégal, mais également j'avais en charge en tant qu'adjoint au maire de la ville chargé de la santé, la gestion des 18 centres de santé de Dakar. Je disais, c'est vrai qu'avant 2012, il n'y avait pas de couverture maladie. Aujourd'hui, on est à un taux de pénétration qui tourne autour de 50%. Le taux de pénétration permet quand même à un Sénégalais lambda qui n'avait pas accès aux structures de santé de pouvoir, grâce à, par exemple, la couverture d'une mutuelle, lorsqu'il est malade, à un moment donné, puisse d'abord avoir des premiers soins. Pas gratuits, mais 80% de prise en charge. Avec un taux de pénétration donc, qui tourne à peu près autour de 47%, c'est déjà pas mal, parce qu'on était à quasiment 5%. Quand on avance au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on construit un État. Le fait n'est pas de dire, OK, on est à... Aujourd'hui, on est à peut-être 100% au Canada. Pourquoi nous, on n'est pas à 100%? On n'y est pas encore, mais c'est au fur et à mesure qu'on avance. C'est la même chose pour la lutte contre la corruption. Certains sont en avance sur le Sénégal, mais le Sénégal aussi est en avance sur d'autres pays. Le plus important, c'est qu'au fur et à mesure, nous puissions avancer. Je voudrais également vraiment saluer tous les membres du Présidium, chacun en ses
en rang et grade. Je voudrais également saluer Madame Fatou Dramé, qui est actrice du développement, qui a été dans les exportations pendant plusieurs années. Tous les acteurs des exportations ici présents, avec lesquels nous avons eu à faire des missions très très intéressantes dans le secteur surtout de l'artisanat, la cosmétologie, etc. J'ai été également à la foire qui a eu lieu au niveau de la place du Souvenir, où on a eu une cinquantaine d'entreprises qui ont eu à montrer ce qui se fait de mieux au Sénégal. À l'ère où on a une pathologie qui est en train aujourd'hui de faire le tour du monde, qui est devenue une pandémie, pas une épidémie, l'épidémie étant circonscrite en un espace du territoire, la pandémie, lorsqu'il s'agit de se retrouver dans plusieurs territoires en même temps, la même pathologie, se trouvant à ce niveau-là, on est rentré dans le cadre d'une pandémie. Et c'est l'occasion pour les peuples de pouvoir compter sur leur propre production. Et c'est important, ce qu'on a vu vraiment lors de cette foire, c'est l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes qui a permis à des Sénégalaises et des Sénégalais d'être dans le secteur du textile, l'artisanat d'une manière générale, cuirs et peaux, bois, la cosmétologie, la gastronomie, la photographie, vraiment énormément de secteurs d'activité. Hein. J'ai vu même le secteur de la chimie, etc. Donc, l'agroalimentaire, avec des produits de qualité qui peuvent être consommés par les Sénégalaises et les Sénégalais, qui sont très souvent meilleurs que les produits que nous importons. Je crois qu'on est dans une phase où il faut de plus en plus compter sur notre propre production. Ce qui fait qu'on ne sera pas assujetti aujourd'hui aux aléas qui peuvent tomber au jour le jour et sont liés peut-être à des choses qu'on n'aura pas prévues au préalable. À la fin, en concluant, je donnerai quelques éléments d'information sur la pathologie. Je l'insère systématiquement maintenant dans mes interventions parce qu'il est important que, nous sommes obligés à un moment donné de reprendre chaque fois notre casquette d'acteur du secteur de la santé. Parce que c'est la période qui le recommande. Alors, je voudrais intervenir juste avant ça sur l'entrepreneuriat pour faire un peu, comme le représentant de l'OFNAC vient de le faire, pour donner des informations sur ce que l'État du Sénégal a mis en place et qui permet à des Sénégalaises et des Sénégalais qui sortent du milieu aussi important que le milieu de la formation, que ceux-là puissent se retrouver dans le milieu de l'entrepreneuriat. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait des gestionnaires, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent pour ces gestionnaires. C'est ça le milieu de la gestion publique. Alors, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a deux phases en termes de plan d'action prioritaire qui sont en train d'être déroulés au Sénégal. Les 7 premières années du plan Sénégal émergent, parce que beaucoup parlent de PSE 1, PSE 2. Il n'y a pas deux plans Sénégal émergent. Il n'y a pas 2 phases de plan Sénégal émergent, mais il y a 2 phases de plan d'action prioritaire. C'est tous nos partenaires. Déjà Africa 7, merci pour la collaboration parce que vous avez vraiment embelli la journée. Et puis mon adjoint, M. Korta Diallo, merci vraiment, tu m'as vraiment soutenu durant tous les projets de com. Et puis merci à tous les invités et tous les étudiants qui ont répondu présent. Merci particulièrement à Oulouse Promo, M. Laïdjemé. Merci.